Alors l'économie sociale et solidaire, l'ESS, est une réalité historique ancienne qui remonte essentiellement à la Révolution française, qui s'est donc développée et qui a fait l'objet d'une loi récemment, puisque en juillet 2014, donc le Parlement a promulgué une loi relative à l'économie sociale et solidaire. C'est une réalité essentiellement francophone, puisque dans les pays anglo-saxons, on va plutôt faire référence aux charities en Grande-Bretagne ou au non-profit sector aux États-Unis. Et le projet du livre, ça a été de prendre le contre-pied des approches traditionnelles de cet univers qui le consacre un peu vite comme une autre économie, ou voire même comme une alternative au néolibéralisme. Et on a pris la thèse inverse avec donc Pascal Molévrier, ma co-auteure, qui a été de dire, mais en fait, historiquement, l'ESS est consubstantielle au capitalisme, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à différentes configurations historiques et politiques, et que, effectivement, il y a eu des formes historiques entre 1830 et 1848, où l'association ouvrière a incarné cette économie sociale et solidaire comme une forme d'émancipation au capitalisme, mais il y a aussi d'autres périodes historiques où elle a conforté l'ordre économique dominant. Selon les périodes historiques, ce qu'on a intégré dans ce qu'on appelait pas l'économie sociale et solidaire à l'époque, évidemment, on appelait ça l'économie sociale à partir du début du 19e, mais le périmètre a jamais été très stable, et c'est là l'intérêt de cette loi de 2014, c'est qu'elle fige relativement les organisations légitimes de l'économie sociale et solidaire, qui sont historiquement les associations loi de 1901, les coopératives de production de consommation, les mutuelles, mutuelles de santé, mutuelles d'assurance, et aussi les fondations privées à but non lucratif. Alors, elles ne fichent pas complètement le paysage dans la mesure où les sociétés commerciales peuvent être reconnues comme des entreprises de l'ESS sous certaines conditions, notamment de respecter une gouvernance participative, c'est-à-dire par exemple d'élire des représentants, comme c'est le cas dans les coopératives où on a la devise un homme, une voix. Elles doivent mettre en place des procédures de limitation de leur lucrativité, c'est-à-dire que les bénéfices éventuels doivent être réinvestis dans l'activité et pas distribués à des actionnaires. Et puis la troisième chose, c'est qu'elles doivent participer à une mission d'utilité sociale, donc s'adresser à des publics particuliers ou offrir des services, enfin délivrer des services à des tarifs inférieurs au prix de marché. Et c'est à condition de respecter ces trois éléments qu'elles peuvent intégrer cet espace et être reconnues comme des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est un secteur qui s'est beaucoup développé sur le plan économique et de l'emploi ces dernières années, puisque on est à plus de 2 millions de salariés dans les entreprises de l'ESS. Le secteur associatif est le principal employeur, avec près de 80% de l'emploi concentré dans les associations employeurs. Ce qu'on peut dire très vite, c'est que l'emploi n'est pas conforme à la norme de référence sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'on a plus d'emplois précaires, que les salaires, toutes choses égales par ailleurs, sont plus faibles, par exemple quand on travaille pour une association, que dans le secteur privé ou dans le secteur public. Et puis, les conventions collectives y sont peu développées, il y a 3 à 4 fois plus de salariés qui ne sont pas couverts, protégés par une convention collective que dans le secteur privé. Sur le plan des caractéristiques des travailleurs de l'ESS, il est intéressant de noter qu'on a une part importante de femmes. Alors ça vient de l'importance de l'action sociale, de l'aide à domicile, de secteurs très employeurs des entreprises de l'ESS. Cette caractéristique rapproche objectivement l'ESS du secteur public, puisqu'on a aussi des travailleurs plus qualifiés qu'ailleurs. Et puis on a observé par les enquêtes qu'on avait une part importante d'enfants, de parents fonctionnaires, comme si, faute de pouvoir s'épanouir professionnellement dans le cadre d'activités d'intérêt général, dans le cadre d'un service public, dans la fonction publique,
ces individus finalement trouvaient dans l'ESS un espace d'épanouissement professionnel plus conforme aux réalités économiques d'aujourd'hui. Pour le dire très vite, ces travailleurs de l'ESS servent des missions du public dans les conditions du privé, voire parfois même en deçà. Alors le développement des entreprises de l'ESS interroge à la fois le secteur public et le secteur privé. Le secteur public parce que le développement de ces entreprises et de leur main-d'œuvre participe d'une certaine façon à l'institution d'une espèce de quatrième fonction publique précarisée, qui a les missions du public sans avoir le statut et les protections du public. Et puis, du côté des entreprises privées, le développement de ces entreprises de l'ESS fait apparaître une question qui est, finalement, l'entreprise est-elle limitée aux seules sociétés commerciales, puisque l'entreprise n'est pas un statut juridique. Il y a une diversité de formes d'entreprises, et les entreprises de l'ESS en sont une incarnation. Ce qui peut poser la question qu'avait bien formulée Marc Sangnier au début du XXe siècle, qui disait « Peut-on avoir à la fois la République dans la société et la monarchie dans l'entreprise ?»